Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 23e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où seront rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. On a déjà dans de précédentes vidéos évoqué le ridicule des affirmations du récit du déluge, qui clament que des couples de chaque espèce sont montés dans l'arche pour y vivre pendant une année entière. On a vu également que des animaux, surtout les herbivores, vont demander beaucoup de place. Enfin, c'est pas les animaux en eux-mêmes, c'est surtout pour stocker le foin qui va servir à les nourrir. Et on a vu aussi le ridicule des créationnistes qui affirment que les dinosaures étaient également du voyage. Alors que ces derniers fourmillent d'espèces monstrueusement grandes qui demandent une quantité faramineuse de nourriture. Et vous savez quelle est la solution de ces crétins croyants créationnistes crédules pour rendre cela possible ? Bah simplement de dire que c'est pas des adultes qui ont embarqué dans l'arche, mais des bébés. Of course dinosaurs were in the ark. They were land animals. They were made on day 6, the same day that God made man. Wow. So this is a sauropod dinosaur. Oh, the big ones. Yeah, they were huge, except when they weren't. Oh. When they were young. They were a lot That's how smaller. I got 'em on the Of ark. course. Bah ouais, c'est pratique les bébés. Les bébés ça prend moins de place, les bébés ça mange moins, donc ça passe, non ? Regardez ces petits mignons bébés stégosaures. Et en plus, il y a un gamin à côté qui se fait endoctriner juste pour nous donner l'échelle. Et une fois adulte, le petit stégosaure, bah ça donnerait plutôt ça. Ah oui, on voit quand même qu'on gagne beaucoup au niveau de la taille. Regardez aussi ces mignons petits bébés sauropodes. Vous allez quand même pas dire non à ces bébés quand même. Bon par contre, une fois adulte, ça risque d'être compliqué de lui gratter le genou au bébé. Donc ouais, là encore, le gain en volume est phénoménal. C'est vrai. C'est vrai, mais... Oui, parce qu'il y a toujours un mais. Et là, il y a même 2 gigantesques mais différents. Le premier, c'est que les bébés, ça demande beaucoup de soins. Énormément même de soins. C'est tout le temps malade, ça vomit, ça a la chiasse, mal au ventre, ça joue et ça se blesse, ça demande de l'attention, et faut les éduquer aussi. Bref, si vous avez déjà passé du temps avec un bébé, qu'il soit humain ou pas, vous savez que c'est un rôle qui est épuisant. Et le deuxième mais dont je veux parler, c'est tout bête, c'est la survie. Parce que si vous avez de la chance et que vous vivez dans un pays industrialisé avec un accès aux soins facile et pas cher, vous n'avez pas trop eu affaire à de la mortalité infantile. Mais sinon, vous savez que les bébés, ça a une fâcheuse tendance à mourir pour tout et n'importe quoi, à cause de la maladie, ou d'accidents principalement dans nos sociétés. Mais il y a des espèces qui ont une autre source de mortalité que l'on n'expérimente pas, nous autres mammifères. C'est la mortalité due à de grosses modifications morphologiques. Prenons un exemple tout bête, le papillon. Ça part d'un œuf, et ensuite il y a une chenille. Bon, la chenille, ça mange, ça grossit, ça mue, ça mange encore plus, ça grossit, ça mue, ça remange, ça remue, bon, ça continue comme ça, jusqu'à la toute dernière mue. Bon là, la chenille va se transformer en cocon, en pupe ou autre chose, et après plusieurs mois, on aura un beau papillon. Bon, ça c'est le déroulé auquel on s'attend en temps normal. Mais c'est pas toujours le cas. Pour peu qu'un gène gérant le développement de la chenille soit dysfonctionnel, cette dernière ne va jamais voir le jour et mourra avant même de naître, quand elle n'est qu'un embryon. Et puis, les mues, c'est épuisant. L'animal peut, dans de mauvaises conditions, mourir justement d'épuisement à cause de sa mue. Bon, c'est assez rare, mais ça reste possible. Et ensuite, il y a la transformation en imago. Là, le corps de la chenille va intégralement se dissoudre, se déstructurer, se détruire de l'intérieur pour se remodeler en papillon adulte. Encore une fois, un défaut génétique peut entraîner une mort à cet instant, ou alors l'épuisement lors de la sortie de l'adulte. Et hop, pas de papillon adulte pour former le couple, donc pas de bébé, et l'espèce, on peut lui dire adieu. Alors ça, c'est pour un insecte, mais chez les vertébrés aussi, on a des espèces qui changent radicalement d'apparence et qui peuvent mourir justement pendant ces transformations si les gènes ne sont pas bons pour tout un tas de raisons compliquées. Alors c'est vrai que chez les vertébrés, c'est très souvent chez les poissons que ce genre de métamorphose se produit. Parce que toutes les espèces de poissons, quelle que soit leur forme adulte, aussi étrange soit-elle, toutes naissent avec une apparence ayant les caractéristiques et la forme de base qu'on attend chez un poisson. Genre ça, et ça, à la naissance, ça ressemble énormément à un truc comme ça. Donc ouais, ça ressemble grosso modo à un vrai poisson, et puis ça nage de la manière dont on s'attend pour un poisson, avant que le corps ne se transforme. Chez les vertébrés terrestres, les changements morphologiques ne sont pas aussi drastiques, mais quand même pendant le développement des bébés ou à l'adolescence, l'individu va passer par une phase critique de croissance qui peut lui être fatale ou déclencher des problèmes de santé, qui entraînent des conséquences plus ou moins graves pour la survie ou la capacité à se reproduire. Alors, quand j'entends les intégristes dire « Oui, mais on n'a qu'à prendre des bébés et le tour est joué », je me pose véritablement la question de savoir quel est le pourcentage de perte qui leur paraît acceptable. Parce que si déjà avec des adultes on a une probabilité proche de 100% d'avoir quelques morts avant la fin de l'année, bah là avec les bébés, c'est pire.
Et là, si on perd un bébé d'une espèce qui n'est pas pure, donc pour laquelle il ne restait que 2 individus pour rappel, on peut directement zigouiller le deuxième pour la viande, parce que de toute façon l'espèce est vouée à disparaître. Et en plus, le petit bonus, c'est que ça fera économiser du temps parce que c'est une espèce en moins dont il faudra s'occuper. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition des intégristes évangélistes de remplir l'arche avec des bébés pour les espèces très grosses, ou même pour les espèces pas grosses du tout, est simplement ridicule. Si elle peut effectivement en premier lieu sembler être une bonne idée, puisqu'elle fait économiser de la nourriture et de la place par rapport aux versions adultes de ces mêmes animaux, en mettant un tout petit peu d'effort intellectuel et de bonne foi, on s'aperçoit que l'idée est loin d'être bonne. Les bébés, ça demande beaucoup de soins, donc beaucoup de temps, alors que les journées de travail font déjà 23 heures minimum pour les 8 gugus. Ensuite, les bébés, c'est souvent malade, donc encore plus de temps pour les soigner. Et surtout, les bébés, ça a quand même pas mal tendance à mourir. C'est vrai que dans nos sociétés modernes, on a tendance à oublier ce côté de mortalité des bébés. Mais pour remettre un peu en contexte avec l'histoire, j'aime bien illustrer ça avec la vie de Jean-Sébastien Bach. 20 gamins qu'il a fait le gars. Ouais. Et quel est le pourcentage de perte avant 5 ans, à votre avis, pour ces gamins ? 50%. Donc ouais, la moitié de ces gamins n'ont jamais atteint les 10 ans. Il en a perdu la moitié. Et chez les espèces sauvages, ça peut parfois être beaucoup plus élevé à cause de la prédation ou du danger extrême de l'environnement. C'est pour ça qu'il y a des espèces qui font tout un tas de gamins. Leur stratégie, c'est clairement la quantité, pas du tout la qualité. Par exemple, il y a des espèces de poissons qui vont pondre 5 à 10 000 œufs minimum, et s'il y en a une petite dizaine qui va survivre jusqu'à l'âge adulte pour se reproduire, c'est largement plus que ce qu'il ne faut pour que l'espèce survive. Et dites-vous que ces poissons, leur ponte de 5 à 10 000 œufs, c'est tous les ans, Du coup, pour accepter cette proposition de n'embarquer que des bébés, on voit que les personnes qui acquiescent sont soit totalement ignorantes des besoins faramineux que demandent les bébés, soit elles ont tellement été endoctrinées qu'elles ne voient même plus la vérité. Ou alors, elles sont idiotes. Parce que c'est aussi une solution, faut pas l'oublier ça. Ou menteuses. C'est peut-être un petit mélange des deux. Ou beaucoup des deux, justement. Idiotie plus mensonge, le combo, parfait. Voilà, c'est la fin de ce 23e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.